on rentre en contact avec une femme qui a un événement heureux dans sa vie, d'accord? Qui est enceinte, qui doit porter la vie, qui doit donner la vie. Donc c'est ce qui me plaît le plus dans ce volet-là. Surtout gynécologue accoucheur, il faut être disponible. Tu peux suivre une patiente un bébé qui décide de venir au monde à 4h du matin. Et si vous êtes le gynécologue attitré de la femme, vous avez pris l'engagement de l'assister pendant son accouchement, mais à 4h du matin, on vous réveille, vous partez. Vous pouvez vous décider, par exemple, si vous n'êtes pas en congé, vous pouvez décider d'aller à Salé, par exemple, là, maintenant, et puis on vous appelle pour un accouchement, mais soit vous rebroussez les chemins, soit vous appelez peut-être un autre collègue pour en prendre charge, mais bon, il faudra être là. Et une personne, par exemple, qui avait des difficultés à concevoir, par exemple, on fait un traitement à la patiente qui parvient avec l'aide de Dieu à concevoir, vous suivez cette patiente-là pendant 20 ans, qui finit par accoucher, mais c'est très gratifiant. C'est gratifiant. Les patients également, la plupart en gynécologie, ils sont reconnaissants, il y a beaucoup de patients qui sont reconnaissants. Et il y a des patients qui, même qui vous suivent, moi j'ai des patients qui, tu quittes Pékin, ils quittent Pékin avec toi, vous venez tous sur là où tu es, donc c'est des choses, on est riche de cela en fait. Bonjour Dr Neyguts, comment allez-vous? Bonjour Dr Neyguts, je vais bien. Ça va bien, merci. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter pour notre audience? D'accord. Bon, déjà, je me nomme Neyguts Fall, je suis docteur en gynécologie et également ancienne interne en gynécologie obstétrique. Super. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à choisir la médecine? Pour mon choix de la médecine, je dirais que c'est un choix que j'ai fait après le bac. Parce qu'à la base, je ne voulais pas trop devenir médecin. Mon rêve d'enfant était de devenir pilote. Maintenant, je n'ai pas pu faire le concours des grandes écoles militaires, donc c'est après mon baccalauréat. Comme j'avais également... j'étais bien en sciences de la vie et de la terre. On pensait que c'était ce qui se rapprochait le plus de la médecine. Donc, j'ai fait naturellement le choix de la médecine. Quand vous dites on, c'est vous qui l'avez fait ou bien c'est la famille qui vous a suggéré? Non, pas trop, c'est moi. C'est vous-même. Parce que voilà, nous, on te laisse faire ce que tu veux pour après, voilà, pouvoir... Ok. Donc, comment s'est passée votre première année en médecine? Oh. C'était une très belle année. Hein. Je me rappelle que c'était une très belle année, mais c'était également une année... parce que moi, je ne suis pas de Dakar, je suis de Thiès. Donc, c'était la première année où je quittais ma famille, je quittais le cocon familial pour venir à Dakar et tout. Et puis, comme vous le savez, la première année, avec le nombre pléthorique d'étudiants qu'il y a en première année, c'était un tout petit peu difficile dans les débuts pour pouvoir vraiment s'habituer. Mais après, au fur et à mesure, quand même, c'était une très belle année qui était riche en enseignement, qui était riche également en découverte, des connaissances avec de nouvelles personnes. Une année que j'ai beaucoup aimée. D'accord, super. Et est-ce qu'il y a des modules en particulier qui vous ont marqué au cours du premier cycle? L'anatomie. L'anatomie? Oui, l'anatomie, parce que c'était un module avec des dessins, parce qu'on dessinait tout le temps au tableau et puis c'était pas évident de faire le cours, de suivre le cours, mais également de prendre le dessin. Donc c'est le module qui m'a marqué quand même. D'accord. Donc au début, vous dites que vous êtes entré en médecine, c'était pas votre premier choix. Finalement, après, on va dire quelques années en médecine, est-ce que vous avez regretté ce choix ou bien vous avez été plutôt contente d'avoir choisi cette voie? Non, j'ai jamais regretté. Vous n'avez jamais regretté? Je pense que même c'était mon meilleur choix, même que j'aurais pu faire plus que d'être pilote. Que d'être pilote. Ouais. D'accord. Et aujourd'hui, vous avez encore envie d'être pilote ou ça vous a passé? Bon, pourquoi pas peut-être passer une licence pour conduire un avion, peut-être bien. Ça m'intéresserait bien. Hélicoptère. Voilà, mais bon, en tout cas, je ne regrette pas mon choix de la médecine. Super. Comment est-ce que vous avez préparé le concours d'internat? D'accord. Le concours d'internat, comment est-ce que je l'ai préparé? Je l'ai préparé en groupe déjà avec des amis. Et puis, c'était pas quelque chose que j'avais prévu de faire quand je venais faire la médecine. Donc maintenant, c'est au fil du temps, je dirais que c'est des internes qui m'ont poussé à vouloir devenir interne. Parce que quand on faisait nos stages en médecine, il est arrivé qu'on était dans des services, par exemple le service de médecine interne, je donne un exemple, où il y avait des internes qui étaient bien, qui étaient calés, qui répondaient à toutes les questions et tout. Donc je me suis dit, bon, j'aimerais devenir comme ces personnes-là. Et puis je pense que c'est vers la 4e, 5e année que je me suis dit que j'allais préparer le concours d'internat. Et puis voilà. Alors, lorsque vous réussissez le concours d'internat, est-ce que vous savez déjà avec certitude que vous voulez faire la gynécologie? Oui. Vous savez déjà? J'étais sûre de mon choix.
Comment vous savez ça? Bon, parce que j'ai fait le choix du cœur en fait, parce que au fil de la formation, on a eu à faire différents services. Et j'ai eu en 5e année à faire le service de gynécologie et d'obstétrique, également le module de gynécologie et d'obstétrique que j'ai adoré, et puis également mon stage, etc. à Basdao que j'ai pas regretté non plus, parce qu'on était avec des seniors qui nous laissaient tout faire en 5e année. On se sentait à l'aise quand on venait dans le service, on se sentait à l'aise dans la spécialité, puis je me suis dit que voilà, c'est ce que je voulais faire. D'accord, super. Et comment se passent les premiers jours en tant qu'interne? Les premiers jours, les premières semaines? Bon, les premiers jours en tant qu'interne, j'avoue que c'était pas trop difficile, vu qu'on a eu à faire beaucoup de stages, parce que en 7e année, en 7e année, fin de 6e année, quand on réussit l'internat, c'est qu'on a eu à faire beaucoup de stages, surtout avec d'autres spécialités. C'était des stages de 7e année quand même assez intenses. Donc le régime n'était pas trop différent du régime de l'internat, juste que c'est les responsabilités qui changent. On a une responsabilité dans ce qu'on fait dans l'hôpital. Je pense que c'est le volet responsabilité qui s'ajoute à ce qu'on faisait d'habitude. Mais d'habitude, si on fait un bon travail en tant que 7e année dans son stage, on n'aura pas trop de problèmes en tant qu'interne. Du coup, qu'est-ce qui vous attire vraiment dans cette spécialité? C'est quoi les éléments qui vous font, on va dire, vibrer, entre guillemets? D'accord. Ce que j'aime dans la gynécologie, c'est qu'on n'a pas affaire à des malades. La plupart du temps, ce n'est pas des personnes malades. On rentre en contact avec une femme qui a un événement heureux dans sa vie, d'accord? Qui est enceinte, qui doit porter la vie, qui doit donner la vie. Donc, c'est ce qui me plaît le plus dans ce volet-là. C'est que déjà, la plupart du temps, ce n'est pas des malades qu'on a, c'est des patients, c'est une femme qui est bien portante qui est là. Aussi, on voit, je peux dire un miracle en fait, le miracle de la vie, parce qu'on suit la femme du moment où son test de grossesse est positif. Des fois, tu fais l'écho, tu vois même pas d'embryon. Tu fais une échographie, tu reviens, tu vois, tu as un embryon, tu reviens, tu as un fœtus qui grandit, et puis tu suis la maman. Donc, c'est une très belle spécialité parce que ça tourne autour de la vie, en fait. C'est ce que j'aime dans cette spécialité. D'accord, je comprends. Et également, c'est une spécialité qui est médico-chirurgicale. Donc, tu peux faire aussi bien de la médecine que de la chirurgie. Donc, que demander de plus? Effectivement. Il y a les femmes enceintes que vous prenez en charge, mais je suppose qu'il n'y a pas que ça dans la gynéco-obstétrique. Exactement. Quelles sont les autres parties de la gynéco que vous gérez? Parce que déjà, c'est de la gynécologie et l'obstétrique. C'est l'obstétrique qui se rapporte à la femme enceinte et tout. Mais il y a le volet également gynécologie. Et dans ce volet-là également, on suit les femmes pour le traitement, par exemple, de l'infertilité. Il y a également, peut-être pour un tout petit peu vous parler des sous-spécialités qu'il y a en gynéco, parce qu'il y a la santé de la reproduction, il y a également tout ce qui est oncologie gynécologique, il y a également l'urogynécologie, beaucoup de sous-spécialités qu'on peut faire également. Donc c'est une spé qui est assez large. Qui est assez large, d'accord. Voilà, et puis chacun peut vraiment y trouver son compte. D'accord. Et pour que nos spectateurs comprennent bien, comment se déroule le cursus pour devenir gynécologue obstétricien? D'accord. Pour le DS, c'est 4 ans. La spécialisation, c'est 4 ans. Pour l'internat, c'est 4 ans, plus ou moins une année, c'est au choix, c'est optionnel, la 5e année d'internat. Donc, c'est divisé en semestres également. C'est des semestres de cours, mais également de stages pratiques. Et c'est également une spécialité qui est très pratique parce que, voilà, la césarienne, je dis qu'on apprend à la faire en première année, fin de première année, au moins du DS et tout. Donc, c'est un stage qui est pratique, mais également, il y a des cours théoriques et également des évaluations en mi-parcours. Par exemple, pour chaque module, il y a également des modules. Pour chaque module, il y a 2 évaluations, il y a 2 contrôles continus, mais également une évaluation finale. Un stage rural également qui est obligatoire en 3e année pour les DS et en 4e année pour les internes. Voilà. Et pour les rotations, c'est en chirurgie générale? Non, c'est dans d'autres spécialités gynécologiques, dans d'autres services de gynécologie. Il n'y a que les internes qui font un semestre en chirurgie générale ou bien en cancérologie, c'est optionnel. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous raconter quelques anecdotes dans votre parcours qui vous ont conforté dans votre choix de la gynéco? C'est-à-dire des cas que vous avez pris en charge et que vous avez pris en charge avec succès, on va dire, et qui vous ont conforté vraiment dans votre choix de la gynéco? Bon, il y en a plusieurs parce que c'est vraiment ce à quoi on est confronté tout le temps. Parce que en gynéco, je dirais que
Normalement, tout doit être succès en fait en gynécologie obstétrique. Peut-être pas en gynéco, mais en obstétrique. Il y avait une patiente, je pense, qui avait accouché dans un poste de santé de la place et puis depuis 11 heures du matin, qui avait continué à saigner depuis, qui nous est arrivé vers 20 heures comme ça. Une patiente qui était venue avec collapsus, état de choc. On a essayé d'appeler le SAMU pour une place en réanimation. On n'a pas pu avoir la place en réanimation, mais on a fait avec ce qu'on pouvait faire, avec les moyens du bord, avec l'anesthésiste qui était là et tout. Une patiente qu'on a examinée et puis on a pris en charge. Et puis on retrouve 2 jours plus tard cette patiente dans les couloirs qui mange, qui parle. Et puis voilà, c'est merveilleux quand même. Oui, ça vous marque quoi. Oui, c'est des choses qui vous marquent. D'accord. À contrario, est-ce que vous avez eu des cas vraiment très difficiles au cours de la spécialisation, des patientes que vous avez pris en charge? Oui, les cas les plus difficiles qu'on a eu, je pense que c'est avec l'oncogynécologie. Oui, parce que c'est des patients qui viennent avec des cancers. C'est pour cela même que je n'ai pas fait la cancérologie, parce que voilà, c'est une spécialité qui... Voilà, j'ai pas trop le cœur à faire cela. Donc c'est plus en oncogynécologie, avec des patients qui viennent avec des cancers de l'ovaire ou bien avec d'autres cancers à un stade terminal et pour qui on sait qu'on ne peut rien faire. Ça, c'est difficile. Et également, les patientes, par exemple, une patiente qui vient, qui accouche, qui perd la vie, ça, c'est... Tout le temps, c'est un drame, en fait. Ça arrive fréquemment, ça? Pas trop fréquemment, mais quand ça arrive, ça vous marque. C'est des choses qui, quand ça arrive, ça vous marque et puis vous n'oubliez pas. Est-ce que vous pouvez décrire la journée typique d'un gynéco-obstétricien? Cela dépend en fait, parce que comme je vous ai dit, il y a plusieurs sous-spécialités, ça dépend. La journée type de... Par exemple pour vous? Ici par exemple, la journée type du gynécologue obstétricien, c'est... On est partagé en des urgences, des fois les consultations et puis d'autres activités qu'on peut avoir. Ça dépend, c'est un planning qu'on a. Mais la plupart du temps, c'est les urgences en fait. En gynéco, c'est un service d'urgence. Donc on est là, on est prêt à aller opérer. Et puis voilà. Également, il y a la consultation qu'on fait. Mais la plupart du temps, c'est des plannings qu'on fait. Par exemple, parce que la journée du gynécologue obstétricien est différente peut-être de la journée de l'interne en gynécologie obstétrique. C'est ça, oui, c'est vrai. Je comprends. Voilà, parce qu'après, quand on est gynécologue, c'est beaucoup plus tranquille. On a un planning qu'on peut respecter. Mais la journée de l'interne en gynéco... D'accord, on va parler de la journée de l'interne ou du spécialiste, quoi, du spécialiste. Ah, c'est les urgences. Parce que c'est la garde, et puis la garde, elle dure 24 heures. 24 heures au cours duquel il faut être au taquet. On est là H24, on est une équipe de garde, donc le seigneur de garde avec voilà, ses autres collègues. Et puis c'est les urgences, c'est les césariennes, c'est beaucoup de césariennes, c'est le traitement des hémorragies du postpartum, c'est le traitement de l'hématome rétroplacentaire, c'est des urgences. Et c'est assez intense. Donc si vous voulez de l'activité quand même, hein, il faut venir en gynéco. Et en termes d'horaire, c'est quoi les horaires de travail? Mais vous ne calculez pas trop? On n'a pas trop d'horaire de travail parce que c'est les urgences et puis quand on est gynécologue, il faut être disponible parce qu'on peut suivre certaines patientes, par exemple, surtout gynécologue accoucheur, il faut être disponible. Tu peux suivre une patiente un bébé qui décide de venir au monde à 4 heures du matin. Et si vous êtes le gynécologue attitré de la femme, vous avez pris l'engagement de l'assister pendant son accouchement, mais à 4 heures du matin, on vous réveille, vous partez. Ah, ça c'est important, je trouve. C'est pas comme on va dire la majeure partie des spécialités, ils ont quand même une tranche horaire, par exemple, je dis n'importe quoi, 8h, 19h. Mais quand vous êtes gynécologue, vous devez être disponible pour vos patients quoi, à n'importe quelle heure. Exactement, à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Ah, d'accord. Et puis la femme enceinte, elle peut vous appeler pour quelque chose de grave, pour quelque chose de pas grave, de moins grave. Donc il faut être disponible. Il faut être disponible et puis on n'a pas trop d'horaire. Donc ça, le conjoint doit le comprendre et puis également l'entourage. Parce que vous pouvez vous décider, par exemple, si vous n'êtes pas en congé, vous pouvez décider d'aller à Salé, par exemple, là maintenant, et puis on vous appelle pour un accouchement, mais soit vous rebroussez les chemins, soit vous appelez peut-être un autre collègue pour en prendre charge, mais bon, il faudra être là. Quelles sont les qualités selon vous que doit avoir un bon gynécologue? Déjà, pour un bon gynécologue, moi je dirais que c'est pour les médecins en général, mais pour la gynéco, il faut être disponible. Il faut également de l'empathie, mais également il faut être rigoureux aussi.
Parce que c'est des vies on prend en charge des vies, et puis en gynécologie obstétrique, 2 vies la plupart du temps. Il faut de la rigueur, il faut être disponible, et également il faut être empathique. Empathique, d'accord. Et sur le plan de la communication, c'est vrai qu'en médecine de manière générale, la communication est essentielle dans toutes les spécialités, mais peut-être en gynécologie, vu qu'on a en face de nous des femmes enceintes, souvent il y a du stress, il y a de l'anxiété, il y a un peu voilà, d'appréhension. Est-ce que je me dis que la capacité à rassurer les patients, à pouvoir communiquer, à pouvoir leur dire écoutez, ça c'est normal, vous inquiétez pas, à vraiment les orienter, les conseiller, je pense que c'est quand même aussi une chose importante. Effectivement, il faut pouvoir communiquer avec la patiente et comme vous le dites, pouvoir la rassurer sur certaines situations, bien devant sur certaines choses qu'elle va vous dire. D'ailleurs, vous allez même voir des patients qui viennent en consultation mais qui ne sont pas malades en fait. Qui viennent peut-être parce qu'ils ont un problème qui est plus profond que cela, qui est venu parce qu'il s'est disputé avec son mari et ça se transforme peut-être en... Ça somatise quoi. Voilà, ça somatise un peu. Donc, il faut savoir dépister tout cela. Les hystériques vont venir, les femmes enceintes hystériques et tout. Donc, il faut vraiment pouvoir communiquer avec la patiente, déceler cela et puis les prendre en charge. Okay. Vous avez souvent des patients qui viennent, qui pensent qu'ils sont enceintes, mais qui ne sont pas enceintes. Ça arrive. Il y en a, ça arrive. On avait un cas comme ça à Pékin, quand j'étais interne. Une patiente qui était venue, elle avait fortement envie d'être enceinte, donc... dans sa tête, elle était enceinte, il y avait une aménorrhée qui était là. Et puis, ce qui n'a pas aidé non plus, c'est qu'elle a eu à faire une échographie par une personne qui n'était pas habilitée, qui a vu un noyau myomateux qu'il a confondu avec un embryon. Et puis, la femme, dans sa tête, elle était enceinte. Ça a somatisé. Et puis, son ventre également augmenté de volume. Okay. On nous l'a refait pour un dépassement de terme. Ah oui. Et comment on prend en charge ce genre de patient? Tu viens, dépassement de terme, tu fais un toucher, tu n'as pas de col gravide. La haute-utérine, quand même, il y avait une distension abdominale, mais ce n'était pas une haute-utérine, donc il faut faire l'échographie. On fait l'écho, on voit qu'effectivement, il n'y a pas d'embryon, il n'y a rien du tout, on utilise vite. Et... comment dire à cette patiente-là qu'elle n'est pas enceinte alors qu'elle est venue pour un accouchement? Mais il faut lui dire quand même. Ah, il faut lui dire, vous n'êtes pas enceinte, et puis voilà. D'accord. Voilà. Comment vous jugez le niveau d'information des femmes enceintes aujourd'hui sur leur grossesse? Est-ce que vous pensez qu'elles sont suffisamment informées sur les bonnes pratiques à faire, les mauvaises pratiques à éviter? Comment vous jugez le niveau actuellement? Bon, le niveau quand même a tendance à s'améliorer parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait en ce sens. Par exemple, ici dans notre service, on fait des séances de préparation à l'accouchement. Donc, c'est les femmes enceintes qui viennent, on les regroupe par trimestre, ceux du 2e trimestre, ceux du 3e trimestre, qui viennent pour des séances de préparation à l'accouchement avec la causerie qui va avec, les informations qu'on leur donne par rapport à la grossesse, par rapport à ce qu'il faut faire, le respect des consultations prénatales et tout. Et puis également l'importance de faire du sport avec le ballon, avec d'autres activités qu'on fait. Donc, on travaille en ce sens et puis ça a tendance à s'améliorer. Tout à l'heure, lorsque vous parliez des qualités que doit avoir un bon gynéco, vous avez parlé de l'empathie. Est-ce que, avec l'expérience, avec les années, est-ce qu'on a tendance à devenir, entre guillemets, insensible? C'est pas quelque chose qui est spécifique à ces spécialités, mais de manière générale, est-ce que vous trouvez que voilà, plus on voit de cas, plus on s'habitue, et moins on devient sensible à la souffrance en fait de l'autre? Je ne dirais pas non. Surtout pour une gynécologue femme, je ne dirais pas. Parce que quand vous avez eu à passer par ce par quoi passe cette femme-là, vous ne pouvez pas être insensible à ce qu'elle ressent ou bien à sa douleur. Non. Okay. Je ne pense pas. Même pour les hommes aussi. La plupart, même certains préfèrent même avoir un gynéco-homme parce qu'il est beaucoup plus empathique et tout. En gynéco, non, je ne pense pas. D'accord. Même si on a cette sensation de déjà vu, mais on comprend et puis on sait que c'est pas du bluff, on sait que c'est quelque chose qui existe, donc voilà. Et lorsqu'on est gynécologue, lorsqu'on s'imagine futur papa ou future maman, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose, le fait d'être gynécologue, est-ce qu'on se sent plutôt confiant? On se dit ouais, je connais très bien le déroulement de la grossesse, comment ça se passe. Donc est-ce que c'est quelque chose qui au contraire vous calme ou bien au contraire ça vous stresse de plus en plus? Non, ça me stresse. Ça me calme pas. Ça calme pas. Non, en tout cas, non, je pense pas que ça calme. Le fait de savoir tout le processus. Tout le processus, ce par quoi on va passer, les complications qu'il peut y avoir.
Non, Non, ça calme calme pas, pas. ça stresse. D'accord, Ça stresse plus que la personne qui n'y connaît rien. d'accord. Ouais. Est-ce que vous voyez avec le temps que les papas et les pères de famille s'impliquent de plus en plus dans l'accompagnement de leurs épouses? Donc ça s'améliore. C'est quelque chose qui s'améliore et qui a tendance vraiment à aller de l'avant. Ça s'améliore. Ça, c'est mignon. Oui, parce que la plupart du temps également, c'est des patientes qui viennent avec leur mari. On a tendance à avoir de plus en plus des papas qui accompagnent leurs épouses. Ok, super. Est-ce que vous êtes souvent sollicité par des membres de la famille qui veulent des informations ou des consultations sur la grossesse? Vous êtes souvent sollicité? Oui, tout le temps. Et comment vous réagissez par rapport à ça? Bon, c'est déjà on le prend bien, c'est avec plaisir parce que voilà, on nous fait confiance et puis voilà, on nous confie quand même ce qu'ils ont de plus précieux. Mhm. Même pour les consultations gynécologiques aussi, quand même, il y a beaucoup de recommandés et puis on le fait de bon cœur. Mhm. On est heureux d'aider ceux qui nous ont vu grandir ou bien voilà, notre communauté restreinte avant vraiment de s'élargir. Ouais. Quels sont les inconvénients d'être gynéco? Quelles sont les difficultés que vous avez, que selon vous pourraient être une entrave au choix de cette spécialité qu'il faut Bon, prendre en compte? non, je dirais pas parce que moi je me dis que la plupart du temps, quand on choisit une spécialité, c'est parce qu'on aime cette spécialité-là. Et puis quand on aime quelque chose, on peut être en mesure d'aller au-delà des difficultés qu'il peut y avoir. Et la difficulté peut-être de la gynécologie, c'est pendant la spécialisation. Mais après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on est comme tout autre médecin, juste incorporer le volet disponibilité et puis voilà, qu'on peut être amené à quitter chez lui à certaines heures ou bien voilà, être dérangé, je ne dirais pas dérangé, mais sollicité par ses patientes à n'importe quelle heure aussi. Ok. J'avais assisté récemment à une soutenance de thèse où il y a une étude qui a été menée sur les spécialités les plus prisées par les étudiants en médecine et la gynéco-obstétrique occupait la deuxième position. Et une des raisons pour lesquelles c'était très prisé, c'était par rapport à l'aspect financier. On dit souvent que les gynécologues gagnent bien leur vie. Est-ce que c'est vrai ça? Que les gynécologues gagnent bien leur vie, très bien leur vie? Bon, comme toutes les autres spécialités de la médecine, hein, ça nourrit son homme. Comme toutes les autres spécialités de la médecine, c'est une spécialité qui peut nourrir son homme, mais bon, l'aspect financier, c'est un aspect, mais également, voilà, aucun médecin n'est pauvre, je dirais. Parce qu'il y a le volet financier qui est là, mais à côté de ce volet financier-là, il y a le volet humain qui est là, et puis il y a également ce qu'on ressent en fait vis-à-vis de la patiente quand on aide une personne, par exemple, qui avait des difficultés à concevoir, par exemple, on fait un traitement à la patiente qui parvient avec l'aide de Dieu à concevoir, vous suivez cette patiente-là pendant sa grossesse qui finit par accoucher, mais c'est très gratifiant. C'est gratifiant ça. Et puis il y a des patients, les patients également, la plupart en gynéco, ils sont reconnaissants, il y a beaucoup de patients qui sont reconnaissants. Et il y a des patients même qui vous suivent, moi j'ai des patients qui, tu quittes Pékin, ils quittent Pékin avec toi pour venir tout sur là où tu es, donc c'est des choses, on est riche de cela en fait. Effectivement. Ouais. Effectivement. D'accord, donc dernière question. Quels sont vos conseils pour les étudiants en médecine qui ne savent pas encore quelle spécialité faire? Donc, comme j'ai dit dans une de mes vidéos, il y a deux types de personnes, deux types d'étudiants. Il y a ceux qui savent très bien ce qu'ils veulent d'emblée, un peu comme vous étiez sûr que vous voulez faire la gynéco. Il y en a d'autres qui ne savent pas encore, qui hésitent. Quel est votre conseil pour trouver la bonne voie? Moi, je dirais qu'il faut d'abord faire ce que l'on aime en fait. Parce que une spécialité, c'est quelque chose qu'on va faire toute sa vie. Et puis quand on se décide à faire quelque chose toute sa vie, il faudrait faire quelque chose que l'on aime. Déjà. Et puis comment savoir qu'on a des dispositions à faire telle spécialité plutôt qu'une autre spécialité, c'est de bien respecter les stages pratiques qu'on fait à l'hôpital. D'aller dans chaque service il y a des services obligatoires, par exemple, comme les services de gynécologie, de pédiatrie et de pneumologie, il y a des services qui sont obligatoires, il y a d'autres services qui sont optionnels. Mais il va falloir quand même, lorsqu'on est dans un service, de s'impliquer. D'accord? On s'implique bien, on fait son travail comme il se doit. Et puis au fur et à mesure, on va voir qu'on a des prédispositions à faire telle spécialité plutôt qu'une autre. Quelqu'un se dira qu'il a des prédispositions à être chirurgien plutôt que médecin pour faire quelque chose de médical. D'accord? Une autre personne se dira qu'il adore les enfants, il va faire la pédiatrie.
quelqu'un d'autre fera la gériatrie, d'accord, pour aider peut-être par rapport, parce qu'il est altruiste, ça dépend. Donc, il faut vraiment faire ces stages correctement, d'accord, et puis en fonction de cela, on verra une spécialité qui nous va le mieux, et puis je me dirais que quand vous verrez la spécialité que vous voulez faire, ça sautera aux yeux. oui, il n'y aura plus de doute quand même. Super, merci beaucoup, docteur Negot. Merci, docteur Excellente Diémé. journée à vous. Merci, c'était un plaisir.